avons eu le bonheur de nous connaître entre 1997 et 2002 dans cette commission, de travailler ensemble sur toute la loi sur la présomption d'innocence. Et puis, vous avez eu d'éminentes promotions. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes ici une commission désignée par le bureau de la commission des lois. C'est la première fois qu'il y a une commission chargée de déposer un rapport qui est composé de 2 députés. Un député de la majorité, un député de l'opposition. En plus, en l'espèce, un avocat, un magistrat, qui sont passionnés par le problème de la révision des décisions pénales et ont été chargés de déposer un rapport pour voir si on doit ou on ne doit pas modifier la législation. Nous sommes déjà un peu libérés puisque la Cour de cassation, dans 11 rapports, a demandé que l'on modifie la législation. 11 rapports de la Cour de cassation disant ceci: la Commission a déjà eu l'occasion, lors de l'examen de requêtes particulièrement délicates concernant des condamnations lourdes, de se trouver face à des obstacles incontournables, préjudiciables au bon fonctionnement de la justice, que seules des modifications législatives permettraient d'améliorer. Nous avons reçu M. le procureur général Marin, qui a eu un langage absolument semblable, et globalement, la quasi-totalité des personnes que nous avons entendues nous ont indiqué, et les unes et les autres, qu'il était indispensable de modifier globalement les textes de la loi de 1989 et de la loi de 2000. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je tiens à vous dire que nous sommes ouverts au public, avec des caméras partout, donc tout ce que nous disons est actuellement suivi par beaucoup de personnes qui se passionnent pour ça. Je tiens à vous le préciser, vous le rappeler. Bien. Pour poser le problème, avant de donner la parole à Georges Fenech, l'état de droit, qu'est-ce que c'est? L'état de droit, c'est incontestablement, en matière de justice, l'autorité de la chose jugée de manière définitive. Puisque c'est le seul moyen, à un moment donné, d'avoir, lorsqu'il y a eu des criminels, lorsqu'il y a eu des délinquants, le moment de dire, voilà, maintenant c'est fini, la décision est rendue. Mais nous savons très bien, l'affaire Dreyfus, l'affaire Calas, l'affaire Servin, l'affaire Laber et compagnie, que des personnes sont passées dans le système et sont innocentes. Car par définition, la justice n'est pas infaillible. Si la justice était infaillible, chacun le saurait. Deuxième chose, à cet état de droit qui s'appuie sur l'autorité de la chose jugée, il y a bien évidemment le fait que des innocents sont en prison et que l'on doit faire en sorte qu'il y en ait le moins possible et que ceux qui le sont puissent obtenir la fin de leur condamnation et d'exécution de peine. Alors, les raisons sont multiples. D'abord, la transformation avec l'ADN, avec tous les moyens scientifiques, des moyens de preuve. Aux États-Unis, nous estimons, d'après tout ce que nous avons entendu, que 25% des condamnations à mort se sont appliquées à des personnes innocentes. Ceci du fait de la découverte de l'ADN. La loi actuellement prévoit 2 sortes de révision. La révision sur un fait nouveau en fonction du doute. Et deuxième chose, le réexamen après une décision de la Cour européenne de justice. Mais nous constatons qu'en 70 ans, il y a eu 8 révisions d'arrêts de cour d'assises et 39 révisions de décisions de tribunaux correctionnels. À croire que la justice est totalement infaillible en France, à la différence de tous les autres pays. Il y a eu de saisine de la commission de révision 2414 entre 1989 et 2006.
2414, 1989 et 2006. Et moi, le chiffre de 8 plus 39, c'est entre 1945 et aujourd'hui. En ce qui concerne la commission de réexamen, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Nous avons eu, en 13 ans d'existence, 55 décisions rendues, dont 32 ont ordonné le réexamen. Ce sont des différences extrêmement importantes. Alors, de votre expérience de garde des Sceaux, alors même que le droit de saisir vous était donné aussi bien devant la commission de révision que devant la commission de réexamen, on sait par ailleurs que tout un certain nombre de décisions ont animé les débats, en particulier l'affaire Seznec, puisque c'est le garde des Sceaux qui a saisi dans l'affaire Seznec, puisque le petit-fils ne pouvait juridiquement pas saisir et que les enfants étant morts, seul le garde des Sceaux a pu saisir. Donc, voilà un peu les questions que nous nous posons. Comment pouvons-nous faire pour donner un certain nombre de garanties que l'on puisse obtenir? J'ai lu, après la décision de la commission de révision de l'affaire Seznec, tout ce qui a été dit par l'ensemble des responsables politiques sans exception, disant c'est l'honneur de la justice d'avoir accepté de réviser l'affaire Seznec. L'honneur de la justice. Il n'y a pas eu un en sens inverse. On sait comment ça s'est terminé. Donc voilà un peu, si vous voulez, l'état de nos réflexions. Je vous dirai tout un certain nombre des propositions qui sont faites d'ailleurs par la Cour de cassation, aussi bien sur les problèmes de motivation, les problèmes de conservation de pièces, les problèmes d'audition des débats, qui sont la conservation des preuves, la conservation des scellés, qui sont des problèmes essentiels. Comment faire une révision s'il n'y a pas de pièces? Évidemment. Donc, ce sont toutes ces choses qui nous interpellent très fortement. Je donne la parole maintenant à Georges Fenech. Simplement pour préciser que nous sommes heureux de procéder à votre audition, d'entendre votre avis éclairé, puisque vous êtes le premier ancien garde des Sceaux que nous auditionnons. Nous envisageons d'auditionner M. Badinter. Nous envisageons d'auditionner M. Badinter, et peut-être, j'espère en tout cas, Mme Taubira. Nous avons déjà pris l'avis du cabinet du garde des Sceaux, qui est dans le sens aussi d'une réforme. Voilà, pour refaire toute la procédure pénale, pour éviter les erreurs judiciaires. Hein. Notre rôle, nous, ici, est de réfléchir à une évolution qui permette, sans remettre en cause le principe d'autorité de la chose jugée, de permettre sans doute une meilleure ouverture de la Cour de révision. On a le sentiment que la loi de 89 n'a pas été suivie d'effet, finalement. Et nous interrogeons sur la composition de cette Cour de révision. Nous interrogeons aussi beaucoup sur la notion de doute. Est-ce qu'on ne doit pas la qualifier, cette notion de doute? Voilà. Alors, votre avis nous intéresse d'autant plus que vous avez été garde des Sceaux pendant 2 ans, de 2005 à 2007, et que sous votre ministère, il y a eu notamment l'affaire Seznec, qui a été rendue, avec le résultat qu'on connaît. L'affaire Doutreau, c'est autre chose. Ce n'était pas une erreur judiciaire, c'était des dysfonctionnements en cours de procédure. L'erreur a été évitée in fine. C'était le problème de la détention provisoire qui s'était posé. Mais enfin, quand même, ça a soulevé dans l'opinion publique française cette crainte toujours de l'erreur judiciaire sous-jacente à ce type d'affaires. Voilà, donc on est très très heureux de pouvoir entendre votre point de vue. Bien, merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, d'abord de m'avoir invité. Ah, vous êtes deux rapporteurs, je crois que vous êtes... Alors, messieurs les rapporteurs, de m'avoir invité dans cette nouvelle salle de commission. Je ne la connaissais pas, je suis heureux de la connaître. Je regrette un peu le premier étage. Enfin, vous voilà en sous-sol. Et merci surtout de me demander mon avis. J'adore donner mon avis, comme tous les politiques, et a fortiori si on me le demande. Je serai relativement bref, parce que, prenons l'affaire Seznec qui a eu lieu au moment où j'occupais les fonctions de garde des Sceaux, on ne demande rien au garde des Sceaux.
la Cour de cassation, vous n'imaginez pas qu'elle me demande mon avis. Je peux simplement vous raconter ce que moi j'ai ressenti. Et puis ensuite, les conversations que j'ai eues avec les juges du siège, et non pas les parquetiers. M. Marin est le symbole même du parquetier au passage. La commission de révision avait demandé la révision, sauf erreur. Moi, je parle de mémoire, je n'ai pas... Et nous attendions tous, moi le premier, à ce que M. Seznec soit considéré comme 80 ans ou 75 ans plus tard comme innocenté, réhabilité. Et nous sommes tombés tous, y compris mon propre cabinet, de très haut devant la décision de la Cour de cassation. Comme elle m'avait beaucoup interpellé, je me suis rapproché, tant du premier président de la Cour que d'autres magistrats de la Cour de cassation, au hasard des rencontres, dans un climat de cordialité. Pas du tout, ce n'était pas des convocations, c'était des rencontres. Et je leur ai dit, expliquez-moi ce qui s'est passé. Et là, le premier président à l'époque était M. Canivet. Vous pourriez peut-être l'inviter, qui est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel. Et la conversation avec M. Canivet m'a beaucoup éclairé. Vous avez dit, monsieur le rapporteur, tout à l'heure, parlant de l'autorité de la chose jugée, que c'était un point de droit fondamental. Eh bien, c'est tout le problème. Le siège de la Cour de cassation considère que l'autorité de la chose jugée, alors je vais très au-delà de ce qu'ils vous diront et très au-delà de ce qu'ils pensent, mais je veux me faire comprendre, vaut bien une erreur judiciaire. C'est le fond du débat. Ils pensent, les conseillers à la Cour de cassation. Alors, je répète, j'exagère volontairement, hein. C'est pour faire comprendre le raisonnement de la Cour de cassation et qui se défend. Je vais essayer de l'exprimer. Si le citoyen, le justiciable, voit trop d'erreurs judiciaires, il n'aura plus confiance en la justice. Et s'il n'a plus confiance en la justice, toutes les décisions de justice seront mises en doute, non seulement une fois émises par le juge, mais reçues par le justiciable. Et il considère donc qu'il faut un cas absolument évident pour revenir sur une décision de justice, surtout aussi ancienne. Et alors, je n'ai pas participé évidemment aux délibérations de la Cour de cassation. Je ne sais pas si cet argument a été évoqué lors des discussions. En tout cas, entre la commission qui était favorable à la révision, à la réhabilitation de M. Seznec et la décision de l'Assemblée, de la Cour de cassation, c'est tout à fait en sens inverse. Donc, il s'est bien passé cette évolution, et c'est ce fondement juridique qui fait qu'il est si difficile d'obtenir une révision d'un procès pénal. Et on ne peut pas, alors oublions les affaires individuelles, si l'on se place d'une manière un peu plus élevée, on ne peut pas négliger cet argument qui est un véritable argument. Et je vais vous raconter une chose vécue. Lors de l'affaire Outreau, je réunissais tous les 2 mois les premiers présidents et les PG, les procureurs généraux, ensemble. Et je réunissais rarissimement les procureurs généraux ensemble, seuls. Et un procureur général, au fond de la salle, vous voyez la chancellerie, dans la grande salle du premier étage, qui commence à dire « Oh, dans l'affaire Outreau, c'est pas sûr qu'il n'y ait pas encore des coupables qui ont été innocentés. » Le premier président de la Cour de cassation s'est levé. Et avec une énorme dureté dans la voix et dans le langage, il a remis à sa place le procureur général en question, l'un des procureurs généraux, pas celui de la Cour de cassation, ça va sans dire, il était tout au fond un procureur général d'un parquet général modeste. Et en lui disant que la décision de justice était aujourd'hui définitive et que personne au monde, et surtout pas un magistrat, ne pouvait la mettre en doute. Et ça, c'était l'intervention de M. Canivet.
Ça illustre bien ce que je viens de dire. L'autorité de la chose jugée est pour les magistrats de la Cour de cassation la pierre d'achoppement sur laquelle doit se régler ce type de questions, même s'il est vrai que dans certains cas, nous sommes, nous, les avocats ou d'autres, les parlementaires, quelquefois stupéfaits devant une décision. C'était mon cas pour l'affaire Cessnec. Je crois qu'au-delà de moi, il y a eu beaucoup de gens surpris par cette décision. Alors, vous l'avez évoqué en disant c'est tout à fait différent, l'affaire Outreau. L'affaire Outreau, petit détail, s'il n'y avait pas eu l'appel de la Cour d'assises, qui est une réforme extrêmement récente, qui date de 1904, commencé par Toubon, commencé par Toubon et fini par Madame Guigou de mémoire. Elle était lentement. Il y aurait eu une erreur judiciaire colossale. Et il y avait une erreur judiciaire colossale. Je ne rentrerai pas dans la question de savoir si ça a été tout rétabli, enfin, si le droit a été rétabli, la justice a été rétablie lors du procès à Paris, qui s'est en tout cas déroulé dans la forme d'une manière parfaitement convenable. Je voudrais dire au passage, à l'honneur de la magistrature, qu'au même moment de l'affaire Outreau, il y a eu l'affaire à Angers, une affaire de viol collectif extrêmement voisine de l'affaire Outreau, et qui s'est remarquablement passé. On n'en a pas parlé. Alors, rendons justice à la justice. Il n'y a pas que de vilaines affaires. Au même moment, il y a eu l'affaire dans un tout autre domaine, l'affaire du tunnel du Mont-Blanc, ce qui s'est remarquablement passé aussi. Et Dieu sait que les parties civiles étaient nombreuses, et Dieu sait que c'était un procès difficile à mener. Le président du tribunal de Bonneville avait mené remarquablement les débats. J'en ai d'ailleurs fait un sous-directeur immédiatement après, tellement j'avais été impressionné par la qualité de ce magistrat et l'organisation qu'il avait fait dans une immense salle de sport à Bonneville. Enfin, c'était une affaire totalement difficile à mener et qui s'est très bien passée. Donc, comme toujours, on voit les dysfonctionnements de la justice, on ne voit pas quand ça fonctionne bien. Je suis heureux de rappeler que dans l'affaire d'Angers, que l'affaire du Mont-Blanc, la justice avait magnifiquement fonctionné. Alors, cette affaire d'Outreau, ça tient à cette difficulté. On a vu avec M. Badinter, qui vous le dira, la collégialité qui est difficile à mettre en place dans la justice. Georges Fenech connaît ça mieux que moi. Il l'a été lui-même. D'abord, le travail collégial n'est pas le style de la maison. Bon. Ce n'est pas la seule maison qui soit comme ça. Enfin, c'est clairement, quand il y a un binôme, fortiori, ils sont trois, c'est chacun sa partie, et on se voit, mais sans excès. Et c'est tout à fait désolant, parce qu'on arrive à des situations de juge unique, et on le voit bien d'ailleurs dans je ne sais combien d'exemples, la collégialité présente au moins une chose, un avantage, c'est que si on se trompe, on est nombreux à se tromper. C'est déjà mieux. Quand on est tout seul, on porte une abominable responsabilité. Alors, en France, c'est pas la peine de mort. Vous disiez tout à l'heure, M. Touré, qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'erreurs de judiciaire, mais c'est vrai que la moitié des États, sur 50, il y en a 24 qui ont encore, je crois, la peine de mort. C'était effarant. Bon, c'est la grande raison pour laquelle aussi on a aboli la peine de mort. Mais à l'époque où on l'a fait, en 80, M. Badinter, les Français n'avaient pas fait le cheminement qu'ils ont fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, la question ne se poserait plus, alors qu'elle s'est posée sérieusement à l'époque. Et la révision aujourd'hui tient plus à l'honneur retrouvé qu'à la peine qui est déjà effectuée. Donc, je pense qu'il faut modifier la loi, mais je ne sais pas comment la modifier. Et je serais heureux, par curiosité intellectuelle, que vous me disiez quelles sont les pistes qui sont les vôtres, et vous donner peut-être une réaction à ce sujet-là, sachant qu'au bout du bout, le juge et les juges de la Cour de cassation sont les seuls à prendre une décision.
J'en profite pour dire une chose, puisque nous sommes en public et qu'on interroge un ancien garde des Sceaux. Je n'ai jamais donné le début du commencement de la moindre instruction à un quelconque procureur général, a fortiori procureur, pendant les 2 ans où j'ai occupé ces fonctions. Cette manie de croire que les gardes des Sceaux donnent des instructions est une vraie méconnaissance du caractère propre des magistrats. Le magistrat est extraordinairement jaloux, y compris le parquetier, de son autorité. Et on n'imagine pas une seconde un garde des Sceaux oser même formuler un avis. D'ailleurs, il s'empresserait, le procureur, d'en faire à sa tête. La seule chose qui soit vraie, c'est que les procureurs généraux demandent à leurs collègues magistrats, le directeur des affaires criminelles, qu'est-ce que tu en penses? Et qu'ils parlent entre eux, mais que ni le cabinet, ni le ministre ne sommes au courant de ce type de dialogue, qui est un dialogue d'éclairage. Pourquoi? Parce que quand on est directeur des affaires criminelles, on vit à Paris. On a une vision nationale de la situation et dans des affaires particulièrement sensibles ou délicates, le directeur des affaires criminelles peut faire penser au procureur général, qu'il soit à Chambéry, à Pau ou à Clermont-Ferrand, c'est-à-dire au-dessus. Comment s'appelle la cour de Rion? Merci de m'aider. Oui, je cherche des petites cours. Bon, et le PG de la cour de Rion est trop heureux d'avoir un avis. C'est une décision, souvent, s'agissant d'une affaire sensible, un peu délicate. Bien. Mais arrêtons de croire cela. Je dirais enfin, rien ne s'oppose à l'indépendance du parquet, sauf une chose. Pas le politique, ce que la presse, qui ne connaît pas la question et qui s'empresse de répéter à qui veut l'entendre ce type de déclaration, c'est le corporatisme du corps. Alors ça, c'est un vrai problème. Et je rappelle au passage que le CSM renvoyer la majorité du CSM à des magistrats, c'est encore encourager le corporatisme du corps qui est absolument réel. Donc, je vous prie de penser qu'il est absolument important que nous, enfin vous, le Parlement, vous ayez la sagesse pour deux. La sagesse du législateur, ça va sans dire, mais la sagesse aussi pour des magistrats qui sont très influencés par leurs propres collègues et par la pression. Pas tellement la pression syndicale, sauf au CSM, puisqu'il n'y a que des syndicats, et les hauts magistrats, mais qui sont très influençables aussi par ceux qui règnent. Moi, comme vous le savez, à l'époque, j'ai siégé au CSM, et là aussi, j'ai envie de vous raconter un témoignage. J'étais vice-président constitutionnellement du CSM, et il y avait, une fois sur deux, qu'on appelle un CSM Élysée, présidé par le président de la République. C'était donc à un moment, tant lorsque je le présidais, mais surtout quand le président de la République le présidait, un moment très important pour les membres du CSM. Qu'est-ce qui se passait? Ils se réunissaient avant. Toutes les décisions étaient prises avant. Et quand le garde des Sceaux présidait, ou a fortiori quand le président de la République présidait le CSM, aucune décision n'était discutée. C'était un compte-rendu de décision déjà prise, jamais discutée. Une fois, je me suis permis d'en discuter une, et d'ailleurs, pour dire toutes les choses, j'ai eu raison le coup d'après. Je vais vous dire de quoi il s'agit. C'était 2 postes outre-mer nouveaux. C'est une règle qu'avait définie le CSM. Or, un pauvre mari se retrouvait éloigné de sa femme parce que la femme était magistrat, lui était nommé directeur d'un hôpital, il passait d'un outre-mer à un autre outre-mer et sa femme rentrait à Paris. S'agissant de la Polynésie française, le week-end, c'est difficile. Je lui dis, est-ce que vous vous rendez compte que c'est un vrai, vous obligez ces gens-là à divorcer au bout du bout? Ils n'en avaient pas pris conscience, ils avaient appliqué la règle du Raleigh Sedlex. C'est la seule fois où je suis intervenu. Pour des raisons humaines, je ne connais ni peu ni pas la femme magistrat pour le compte duquel je me suis élevé devant cette décision. Mais tout ça pour dire que arrêtons de parler en termes théoriques. Allons voir dans les institutions. Interrogez si vous devez faire la réforme constitutionnelle, puisque ce matin nous étions tous les anciens ministres devant le Conseil constitutionnel, nous avons eu un discours du président de la République qui a reparlé de cette décision.
que je ne conteste pas. Je la conteste sauf si on donne la majorité aux magistrats. Il y a déjà une forte tendance au corporatisme. Voilà, messieurs les rapporteurs, ce que je tenais à vous dire, puisque vous m'invitiez à donner un avis. J'ai quelque peu débordé, il est vrai, mais je souhaitais communiquer publiquement cette conviction qui est la mienne. Vous posez quelques questions sur des choses qui nous interpellent. Par exemple, la tenue de la cour d'assises. Faut-il ou ne faut-il pas enregistrer les débats? Puisque la Cour de cassation souligne que ça devrait être le principe et que ce n'est pas ainsi que c'est appliqué. Or que c'est une déperdition de preuves terrible. Quel est votre avis là-dessus? On oblige l'enregistrement, cela veut dire qu'on imagine qu'il pourrait y avoir révision. Et l'autorité de la chose jugée, on prend un petit coup. Mais pour autant, dans beaucoup de cas, alors, je crois qu'il faudrait donner la liberté au premier président de la Cour d'appel et au PG. Vous savez que la hiérarchie marche assez bien. Ce qui est d'ailleurs absolument... C'est le seul cas que je connaisse qui marche bien, où ils avaient deux chefs. La hiérarchie PG premier, ça marche partout, ou à peu près partout. Eh bien, c'est sous l'autorité qu'il faudrait décider l'enregistrement. Pas d'une manière systématique, mais d'une manière en fonction du dossier. Vous avez des dossiers sensibles. Regardez l'affaire Segnex, c'est l'issue d'un conseiller général. Bon, on pouvait penser que c'était un dossier sensible qui pouvait rebondir. Quand il s'agit de criminels de droit commun, sans autre envergure que le crime, ça a moins de chances de demander une révision. Donc c'est ce problème-là qui doit être apprécié par le premier président de la Cour et son procureur général, et faire en sorte que, dans les cas nécessaires et considérés comme sensibles, l'enregistrement ait lieu, mais pas d'une façon systématique. Voilà mon point de vue. Ça mérite une réaction quand même, spontanée. Je ne crois pas que la qualité de la victime ou de l'auteur puisse... Je ne crois pas que la qualité de la victime ou de l'auteur, conseiller général, homme politique ou pas, doit influer sur une décision éventuelle de révision ou pas. Je crois que les dernières condamnations, les dernières révisions ne concernaient pas des personnalités politiques ou sensibles. L'affaire Loïc Séché ou l'affaire Machin, c'est des affaires tout à fait ordinaires, de droit commun. Et pourtant, les erreurs ont été commises et les erreurs ont été réparées. Donc je crois que cette question, la qualité de l'auteur ou de la victime, ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Je crois qu'une erreur judiciaire, qu'elle frappe le commun des mortels ou quelqu'un, je dirais, qui a une qualité professionnelle particulière, ne pensez pas vraiment qu'il faudrait sonoriser tous les débats criminels qui peuvent un jour ou l'autre, même quand il y a des aveux. On l'a vu dans l'affaire Patrick Dils. Il y a eu des aveux. Je vois bien ce que vous voulez dire, monsieur le rapporteur, et désolé si j'ai été mal compris et si la rupture d'égalité entre les citoyens vous paraît évidente, mais je ne le vois pas comme vous. Sans mettre en péril cette égalité entre les citoyens, je vois bien l'objection, elle est fondée, l'on peut penser que des affaires seront plus sensibles qu'un crime de droit, enfin, droit commun, vous direz, que c'était du droit commun, mais, comment dirais-je, les crimes crapuleux, il y a des affaires où on voit bien que les mobiles peuvent être un peu complexes. Si ce n'est pas la nature tant des hommes que le mobile qui doit être peut-être envisagé comme devant être enregistré. Alors, il faut sans doute, vous avez raison, affiner ma première déclaration qui peut s'opposer aux ruptures d'égalité des citoyens, mais je ne crois pas qu'il faille le généraliser. C'est ça qu'il faut trouver. Alors, une autre possibilité que nous aurions, c'est la notion de doute. Qu'est-ce qu'un doute? Puisque nous savons que lorsque l'on saisit la commission de révision, toutes les décisions sont définitives et que soit un fait nouveau,
soit au contraire un élément inconnu apparaît après la condamnation. Et il faut que cet élément inconnu ou ce fait nouveau soit de nature à faire naître un doute. La loi auparavant parlait d'un doute sérieux. Le législateur a supprimé le terme sérieux pour passer à doute. Est-ce que, selon vous, un doute simple ou un moindre doute est susceptible de constituer un élément susceptible de saisir la commission de révision? C'est l'avis des magistrats de la Cour de cassation, même si le non-dit l'emporte sur le dit, à savoir l'autorité de la chose jugée s'oppose au doute simple. Il faut un doute sérieux. Enfin, une affaire grave, vous avez été condamné à la perpétuité, vous avez été, si l'affaire a 70 ans, condamné à mort, vous êtes passé à l'échafaud, et on vous explique qu'un léger doute, enfin, il y a toutes les révisions vont devenir possibles. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'une bonne et saine justice. L'administration de la justice exige une sécurité de la décision. Vous ne pouvez pas, avec un simple doute, remettre en cause la décision. Ou alors vous mettez en cause toutes les décisions de justice. Car combien de décisions sont-elles prises malgré quelques doutes? Quand on fait voter les jurés, s'il n'y avait pas de doute, ça serait l'unanimité, mon cher messieurs les rapporteurs. On le voit bien. Or, il n'y a quasiment jamais l'unanimité des jurés. C'est bien la preuve qu'il y a doute. Donc, les décisions sont prises dans le doute. Il faut donc un doute sérieux. On ne peut pas se contenter d'un léger doute. On est dans un débat qui touche à l'essentiel de la justice. Vous avez employé tout à l'heure une formule qui pourrait effrayer les âmes sensibles. L'autorité de la chose jugée vaut bien une erreur judiciaire. Non, mais presse. J'ai bien compris que c'est pas votre avis. J'avais bien dit que c'était schématisé pour faire comprendre une pensée qui ne peut pas être dite, mais qui correspond. Nous l'avons compris. En ce qui nous concerne, nous l'avons compris. Ce n'est pas ma pensée. Mais merci de noter les nuances. On pourrait vous rétorquer, mais vous rappelez la belle formule, il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un innocent en prison. Je ne suis pas certain que l'autorité de la chose jugée, protégée de manière absolue, participe d'éléments de confiance nécessaires d'un peuple envers sa justice. Je crois, moi, au contraire, que la capacité de remise en cause d'une décision lorsqu'il y a doute, ça favorise la confiance en l'institution judiciaire. Je crois que l'autoprotectionnisant, il n'y a rien à voir. Il y a autorité de la chose jugée. Il faut démontrer votre innocence et pas simplement le doute. Je ne suis pas certain, on pourrait renvoyer cet argument, je ne suis pas certain que ça favorise, ça augmente le sentiment de confiance en l'égard de l'institution judiciaire. Je crois que ça honore l'institution judiciaire. On l'a vu dans l'affaire d'Outreau, s'il n'y avait pas eu la commission d'enquête parlementaire aussi, je ne sais pas si on serait arrivé à ces résultats, de reconnaissance en quelque sorte que la justice peut se tromper. Je crois que l'élément de confiance passe par la capacité de prendre en compte le doute. Alors, vous dites doute sérieux. Nous, on s'interroge vraiment sur, et beaucoup de personnes auditionnées nous ont fait part de leurs sentiments aussi. La Cour de révision n'est pas là pour déclarer l'innocence. Elle est là pour saisir une nouvelle juridiction à partir du moment où il y a un doute qui se fonde sur un élément inconnu ou sur un... Voilà, je voulais donner un peu ce sentiment puisqu'on a une discussion libre. Monsieur le rapporteur Fenech, si vous me permettez de réagir à mon tour à vos propos. L'institution ne se grandit que si elle accepte s'être trompée dans peu de cas. L'institution ne peut pas se grandir si elle reconnaissait se tromper dans beaucoup de cas. Si le mot doute, pour faire clair, le doute simple permet de revenir sur des décisions de justice prises en dernier ressort
Parce qu'il y a eu tout d'un coup... Alors, le mot doute n'est pas l'élément nouveau. Dans la commission de révision, il est bien dit qu'il faut un élément nouveau, c'est-à-dire une preuve qui va à l'appui de l'innocence de celui qui a été condamné. C'est ça plus que le doute. Avant 89, effectivement, exigeait cette preuve démontrant l'innocence. Le législateur est intervenu, comme vous le savez très bien, en 89 pour dire supprimer le terme d'innocence et le remplacer par la question de doute. Faire naître un doute et pas faire naître la certitude. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la même idée dit autrement? C'est un élément nouveau qui fait naître un doute. Sinon, sur quoi fondez-vous votre doute si vous n'avez pas d'élément nouveau? Je voudrais, là je prends un peu la parole au nom de l'institution de la justice, comme quoi ça vous pénètre. Attention à ne pas rendre inefficaces les décisions de justice. Si vous mettez tout en cause, si le moindre doute permet de renvoyer une décision après commission de révision vers une autre cour d'assises, un autre tribunal correctionnel, enfin, vous vous rendez bien compte que vous insécurisez la société. Tant le ministère de l'Intérieur que le ministère de la Justice ont pour mission de sécuriser la société et pas de l'insécuriser. Si le Parlement, par des lois, insécurise considérablement la société, vous allez ne pas rendre service à la société. Je connais bien l'affaire Dreyfus. J'ai l'impression par vous-même d'entendre la voix des généraux Mercier et de Boisdeffre. Non, mais... L'affaire Dreyfus, c'est une affaire de racisme. Et si vous me permettez, nous n'en sommes pas là. Non, mais vous n'avez pas le droit. Je reconnais là votre côté excessif. Je voulais dire, les généraux Mercier et de Boisdeffre, à un moment donné, ils sont convaincus que Dreyfus est innocent. Mais le seul problème, c'est que le reconnaître innocent, et c'est ce qu'ils expliquent, c'est affaiblir l'armée. Affaiblir l'armée alors qu'elle va devoir combattre contre l'Allemagne. Et qu'à partir de ce moment-là, si l'armée est affaiblie, cela va entraîner un risque de diminution de ses capacités de combat contre l'ennemi héréditaire qui est allemand. Et donc, ils ont ce sentiment-là entre l'injustice et le désordre. Si une injustice est susceptible d'entraîner un désordre aussi important, passons sur l'injustice. Voici ce qu'ils disent. Monsieur Touré, vous venez, si vous me permettez, de faire un contresens pour la raison suivante. Dans un cas, nous sommes dans le procès, c'est ce que vous décrivez, les généraux Mercier et l'autre. Bon. Dans l'autre cas, nous avons une décision de justice qui a été éclairée par des preuves, par des soupçons, par des doutes, délibérée par un juré, etc., etc. Vous ne pouvez pas dire que je suggère qu'on condamne quelqu'un pour garder l'institution intacte, alors que quelqu'un est déjà condamné. Je dis, moi, tout à fait différemment, s'il y a un doute simple, pour reprendre votre formule qui fait bien comprendre, on ne remettra pas en cause l'institution, la décision de l'institution, parce que sinon, vous insécurisez la société. Ça n'a rien à voir avec ce que vous rappelez. Rien, vraiment rien. Il y a une décision qui a été prise. S'il y a un doute sérieux, c'est-à-dire un élément nouveau, le doute sérieux, je préfère ce mot-là, parce que ça exige l'élément. S'il n'y a pas d'élément nouveau, qu'est-ce que vous allez rejuger? Vous renvoyez devant une cour, mais qu'est-ce qu'elle va... La cour a les mêmes éléments. Monsieur le garde des Sceaux, j'attire simplement votre attention sur le fait que depuis 1989, le législateur a toujours dit l'inverse de ce que vous dites. Et que cette notion de doute sérieux remonte à très loin, et ça fait 30 ans que plus personne ne l'invoque. Plus personne, vous êtes le premier à l'invoquer. Et donc, M. Canivet, il est bien meilleur juriste que moi, et vous verrez que derrière les propos peut-être contraires, il y a la même idée. C'est intéressant de vous entendre parce qu'on touche vraiment le cœur du problème.
plus que l'administration des preuves ou l'appréciation du doute, c'est quel est l'intérêt, finalement, qui prédomine. Est-ce que c'est l'institution ou est-ce que c'est la remise en cause à partir d'un doute d'un individu condamné? Et vous nous avez très clairement dit, parce que c'est le sentiment que nous avons. Autrement, je pense qu'aujourd'hui, nous ne ferions pas ce travail. Le sentiment que nous avons, c'est que l'institution judiciaire, c'est un point de vue qui est tout à fait estimable par ailleurs, l'institution judiciaire considère que l'autorité judiciaire est un principe supérieur à protéger davantage que une simple erreur judiciaire, si tant est qu'il y ait eu. Permettez, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur le rapporteur. Je n'ai jamais dit que l'institution judiciaire valait bien une erreur judiciaire. Enfin, si je l'ai noté. Tout à l'heure. Non, tout à l'heure, j'ai exacerbé une position qui voudrait dire ça. Alors, moi, je dis quoi? Jamais, messieurs Touré et Fenech, une erreur judiciaire ne peut être envisagée pour l'avantage de l'institution, sinon c'est scandaleux et c'est archi-choquant. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que si un simple doute permet de remettre en cause une décision de l'institution judiciaire, vous insécurisez la société. Ça n'a rien à voir. Si vous avez la preuve flagrante que M. X est innocent, évidemment, il faut le réhabiliter. Évidemment, il faut l'emprunter et dire à l'institution, vous vous êtes gravement trompé. Bien sûr, mais je veux dire par là que quand ceux qui tiennent la thèse de l'autorité de la chose jugée, vous voyez, j'ai eu sans doute tort d'employer ce mot-là parce que c'était exacerber une position qui n'est pas la leur, je l'ai dit, mais qui peut équivaloir à ça. Mais à partir du moment où on l'a dit, elle est inexplicable, elle est franchement inacceptable. Donc, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une erreur judiciaire. Si il y a une erreur judiciaire et qu'elle peut être prouvée, il faut la prouver. Si je me fais bien l'interprète de votre opinion, le doute est égal preuve de l'innocence. S'il n'y a pas de nouvelles preuves... Est-ce que doute... Mais le doute, est-ce que le doute, demandez c'est la même aux jurés, chose que la ils preuve? ont toujours un doute. Ou alors, c'est évident, il y a des cas qui sont probablement limpides et évidents. J'ai jamais, évidemment, pour ma part, j'ai siégé trop longtemps dans cette maison pour être un jour juré. Mais je sais comment ça se passe. Les jurés ont souvent des doutes. Pas tant sur les faits. La plupart d'affaires criminelles sont souvent des affaires de viol. Les faits, il est patent. Pourquoi le violeur a été dans cette situation? Est-ce qu'on lui trouve des circonstances atténuantes ou pas? C'est ça où il y a doute. Le père alcoolique, l'enfant battu, qui devient un homme et qui devient un peu fou ou complètement fou, c'est des circonstances atténuantes où il y a doute. Les faits sont limpides, souvent. Les faits sont établis, comme disent les magistrats. Établi et constant. C'est un point de vue qui se rapproche de celui de l'institution. Encore que, on a entendu des magistrats ou même des avocats surtout demander, suggérer à ce que nous qualifions dans la loi ce doute. Que vous qualifiez? Que nous qualifions le doute comme il existe. On disait tout à l'heure des notions de... Un doute pas simplement léger, mais un doute sérieux. Non, qualifié dans le sens du moindre doute. Alors je suis tout à fait opposé à cette situation. Non, mais c'est bien d'entendre ce point de vue. Voilà. Il est aussi respectable que le non, point mais de vue, c'est insécuriser la société, c'est évident. Toutes les décisions seraient mises en cause. Il y a fatalement un léger doute sur toute décision de justice pour la raison que vous avez dite. Monsieur le rapporteur Touré, au départ, nous ne sommes que des hommes, la justice est humaine, et la justice est donc incertaine. C'est l'évidence. Et on le raconte, et on le dit. On dit, mesdames et messieurs, notre décision de justice, c'est une décision d'être humain. Elle est soumise à l'erreur, c'est possible. Touré me le permet. Moi, j'ai un souvenir très précis, mais vous en souvenez peut-être pas. Je crois que je suis celui qui vous a appris la décision de Seznec. Nous étions en séance
sur l'affaire Seznec. Vous défendiez un texte et je vous ai abordé au moment de rentrer dans l'hémicycle pour vous donner le résultat. Puisque je revenais, moi, de la séance de la Cour de révision qui avait rejeté. Je revenais directement à l'Assemblée. Je vous ai appris, vous étiez garde des Sceaux défendant un texte à ce moment-là. Vous êtes tombé des nues, ça je le confirme. J'étais tout à fait stupéfait. Vous étiez stupéfait, je le confirme, puisque c'est moi qui vous l'ai annoncé. Mais alors, qu'est-ce qui vous a stupéfait autant que cela, finalement, dans cette affaire Seznec, puisque vous êtes tellement accroché à cette notion d'autorité. J'ai lu l'énorme bouquin sur l'affaire Seznec parce qu'elle m'a passionné. Et le petit-fils, je l'avais reçu, il a consacré sa vie à ça, à réhabiliter son grand-père. Oui, c'est une affaire très singulière. Bon. Et comme ce garçon m'avait impressionné par sa conviction profonde de l'innocence de son grand-père, j'ai largement parcouru, voire lu, le dossier incroyable. Il y avait des éléments nouveaux. Il y avait des éléments nouveaux. Et c'est pas moi qui le dis, la commission de révision a dit il y a des éléments nouveaux qui fait penser que nous devrions le réhabiliter. Et c'est l'Assemblée qui l'a pas. Et c'est là où je vous ai raconté que j'en ai parlé au Conseil de la Cour de cassation. Et j'ai bien vu leur réticence à réviser. Et j'ai réfléchi, tout seul, comme un grand, et j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. Ils veulent sauver l'institution. Mais pas contre l'erreur judiciaire. C'est là où vous allez trop loin, M. Touré. Jamais au prix de l'erreur judiciaire. Mais au prix du doute, il y a toujours doute. Ce n'est pas la même chose. S'il y a doute sérieux, il faut engager la révision. C'est l'évidence même. Est-ce que là, je suis clair? Eh bien, M. le garde des Sceaux, vous remercier. Eh bien, je vous remercie à mon tour.